La mer a été houleuse et ma pirogue a échoué en Occident. Alors je m'y suis sali la peau, j'ai des mains sales. Mais voudras-tu me saluer, même si j'ai des mains sales? Voudras-tu m'embrasser, maman, même si j'ai des mains sales? Voudras-tu m'épouser? Je suis l'étranger. Oui! Et en fait, quand je suis né, je suis né en brousse. Et maman, après 2 accouchements, elle était déçue parce que à la maternité des Blancs, en fait, on abandonnait l'enfant dans une berceuse, tu vois pas, tandis que traditionnellement, à la naissance, on s'occupe normalement de modeler la tête de l'enfant. Traditionnellement, chez nous, c'est comme ça. Les Babembe, c'est-à-dire les gens de ma tribu, avaient l'habitude de modeler la tête de l'enfant au moins pendant 3 jours après la naissance pour donner la forme convenable à l'enfant. Et d'ailleurs, c'est quelque part dans une de mes chansons, j'ai dit, voyez pourquoi les Africains ont des têtes rondes? Et non, mais bien, c'est parce que ils ont bénéficié de ce mode des anciens de modeler la tête de l'enfant. Et donc, ma mère, enfin, avait voulu vraiment que à ma naissance, que ma tête fût modelée et non pas abandonnée comme les 2 autres. Je suis issue de l'immigration marocaine et algérienne. Donc mes grands-parents ont immigré en France dans les années 60, à la fin des années 60. Et, euh, et mon père est né en Algérie, donc en Kabylie précisément. Ma mère est née en France. Voilà. Mon grand-père, du coup, maternel est marocain. Et il est marié à une femme française, donc ma mère est métisse. Et mon père est complètement kabyle. Je suis arrivée en France à l'âge d'11 ans. C'était une arrivée assez... comment dirais-je? C'était attendu quand même. Je dois le dire, c'est bizarre parce que depuis que j'étais petite, enfin, avant que je n'arrive en France, j'avais la ferme conviction que je serais ici en fait. C'était un rêve pour tous les enfants en Afrique. Hein. C'est un rêve de venir en France, en Occident en général. C'est un rêve qui est réalisable pour certains et déchu pour d'autres. Mais je pourrais dire aussi que ça peut être d'une certaine façon la motivation de beaucoup d'entre nous, quand j'ai d'entre nous vraiment les Africains. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que leur vie est d'arriver en France. Ils constituent leur vie de telle enseigne que un jour ils puissent entrer sur le territoire français. C'est bien dommage. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis quand même, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'on ne... Comment dirais-je? On fuit notre patrie, on fuit nos terres, on fuit nos origines, on fuit nos semblables, bien que tous les êtres humains sont nos semblables, mais à proprement parler, les Camerounais, pour moi, ce sont mes semblables directs. Donc, d'une certaine façon, je vois ça aussi comme une fuite. Une fuite... peut-être pas la lâcheté, parce que la lâcheté est due à ce qu'on baisse les bras devant une complexité, une difficulté quelconque. Mais d'une autre façon, on peut y penser. Parce que les gens sont motivés de venir en Europe. Parce qu'en fait, c'est pas facile en fait, de vivre en Afrique. Hein. Faut pas mentir, c'est la réalité. Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer
dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Pensez-vous que l'art a un rôle à jouer dans la nouvelle représentation des anciennes colonies françaises? Les Sénégalais vont plutôt vers la France, ce lien qui est fort. Les Cap-Verdiens les Cap-Verdiens ou les Angolais, ils vont plutôt vers le Portugal. Il y a les Ghanéens vers l'Angleterre, les Gambiens vers les Suédois. J'ai perdu mon grand-père durant la guerre. Mon père a vécu en Finlande. Certainement que dans mon ADN, il y a sa rancune, son traumatisme, sa détresse d'avoir grandi en Finlande. Mon autre grand-père a été torturé durant la guerre et condamné à mort. À la naissance de ma mère, il était en prison. Il est sorti de prison quand la guerre est finie. Il n'en parlait jamais. Quand j'étais petite, j'ai essayé d'avoir son témoignage pour une dissertation pour l'école. Je n'ai pas réussi. Parfois, quand on regardait des films de la guerre, il disait quelques mots sur la torture, mais masquait ça avec une anecdote drôle pour en rire. Je n'ai pas mal pour moi, c'est une douleur empathique envers mes proches qui ont vécu ça, envers mon pays qui n'évolue pas. Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Est-ce que l'art peut délivrer les exilés des traumas du passé? Les anciens baptistes qui sont issus de la colonisation et qui sont restés. C'est l'ancienne maison du gouverneur qui est restée à l'état actuel, où il y a encore quelques bâtiments comme ça, surtout, en tout cas au Sénégal, surtout à Saint-Louis ou à Gorée. Parce que Gorée est resté pratiquement comme dans le temps. Et Saint-Louis, effectivement, quand tu vas à Saint-Louis, déjà c'est là où il y a le pont Faidherbe là. Le pont Faidherbe qui relie deux rives de la ville et qui a été construit par Eiffel, Gustave Eiffel. Et donc ça ça restera des siècles à mon avis. Et les maisons à Saint-Louis, c'était la première capitale française du Sénégal. Donc les maisons, c'était jamais des étages, c'est juste des maisons à un étage, rez-de-chaussée, un étage, très coloré, et ça c'est resté. Partout à Saint-Louis, c'est des maisons coloniales qui sont restées. Donc, mais sinon il n'y a pas et puis pas de transmission vraiment entre père et fils d'une époque à une autre sur ce qui se passait par rapport à la colonisation. Je pense que c'est très difficile de se situer
dans une relecture postcoloniale dans la mesure où soi-même on n'a jamais fait l'expérience d'être colonisé. Je pense au contraire que ce sont les pays colonisés qui ont leur légitimité pour cette relecture. Je pense que les Européens ont la capacité de comprendre cette relecture, mais pas de la construire. C'est à ces pays de s'approprier cette part de l'histoire. Sinon, ce serait encore perpétuer une forme de la colonisation idéologique. L'héritage, c'est, comment dirais-je, le colonialisme, l'esclavage, le racisme, la ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud. Tout ça, c'est notre identité, c'est notre héritage en fait, voilà, c'est ça. C'est notre héritage, c'est ce qu'on a gagné. Parce que l'héritage n'est pas forcément bien. On peut hériter des mauvaises choses de nos aïeux, de nos parents. Dans ma famille maternelle, c'est hyper important qu'on ait une bonne éducation, mais une éducation un peu républicaine en fait. Enfin, qu'on se fasse pas remarquer que... qu'on fasse tout comme on nous le demande pour avoir une sorte d'ascension sociale en fait, pour pas qu'on nous reproche quoi que ce soit en fait. Du coup, c'est un peu une sorte de racisme intériorisé. Donc le racisme intériorisé, c'est en fait, t'as tellement intégré des choses qu'on t'a demandé de faire que t'en oublies en fait un peu l'oppression qu'il y a de base à faire ces choses-là. Donc voilà, du côté maternel c'était ça, et du coup de côté paternel, c'était un peu différent. J'ai mon grand-père du coup qui est quelqu'un d'assez politisé, et du coup dès toute petite il m'expliquait un peu ce que c'était la guerre d'Algérie et l'indépendance. J'ai l'impression qu'aussi c'est des gens qui sont très attachés à leur culture, peut-être plus que du côté marocain, et qui ont vraiment quelque chose à revendiquer en fait, parce que comme il y a eu cette guerre qui était atroce et qu'ils l'ont vécue, par exemple ma grand-mère m'a déjà raconté qu'elle entendait ses voisines se faire violer par des soldats français, etc. Il y a peut-être plus de raisons entre guillemets d'avoir une sorte de révolte en fait, et de se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la politique française et qui fait que on n'est pas... il y a toujours du racisme quoi. Elle est noire. Pourquoi c'est mauvais de le dire? Elle est noire, elle est africaine. Ce sont ses origines. Faut aussi savoir... c'est important de rappeler cela, parce que ça forme son identité. Ça forme son identité, le fait qu'elle soit noire et qu'elle soit africaine. C'est son identité première. Le reste, ce sont des détails. L'idée de nationalité, pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, la terre n'appartient à aucun homme. La preuve, on meurt, on nous enterre partout. Tu es né à Massy, on t'enterre à Évry-Cocoronne. C'est ta terre? La terre n'appartient pas aux hommes. On est ici de passage. Donc on n'a aucun droit sur ça, la terre. Donc l'identité, parce que je suis née en France, je suis 100%... Non, là t'es noir, ça c'est quelque chose qui t'est collé. Et donc il faudrait lui rappeler cela. Que lorsqu'elle est avec ses amis, elle voit une blanche, elle voit une asiatique, elle voit une latino, elle voit... voilà. Elle voit, etc. etc. Qu'elle soit fière de dire, moi je suis noire. C'est pas handicapant de le dire. Je n'ai pas vécu la guerre, mais dans mon ADN, j'ai la haine contre ceux qui ont torturé des innocents, qui ont violé des femmes, qui ont tué des gens pour prendre leur terre.
Je n'ai pas de haine contre la France ou contre les Français, mais contre ceux qui à cette période ont détruit des vies. Et ceux qui aujourd'hui méprisent les Africains et se croient supérieurs juste parce qu'ils sont européens. J'ai la même haine et peut-être plus contre le système politique algérien qui est en place depuis l'indépendance. Celui qui se sert des richesses du pays comme un héritage qu'il a pris par le pouvoir. Celui qui prive les Algériens de leur liberté de vivre dignement. C'est une poignée de gens qui contrôlent tout un peuple. Quand on regarde, on voit un noir, il y a toujours une image. C'est-à-dire qu'une image, une représentation qui est toute faite, qui est désuète en fait, qui devrait normalement disparaître. C'est-à-dire que tu vois un noir, il y a la connotation du racisme. Non, le racisme est collé à la peau noire. Ce qui ne devrait pas réellement être en fait. On peut avoir le racisme contre une personne asiatique, comme une personne arabe, etc., maghrébine, etc. Blanche également. Le racisme, c'est universel, c'est pas qu'une couleur qui fait le racisme ou qui subit le racisme. Donc en fait, c'est pour ça que moi, d'une certaine façon, cet héritage, elle pèse sur le cœur, elle pèse sur notre âme aussi, parce que on n'avance pas comme ça. On n'avance pas, on reste encore malgré nous dans notre passé. Dans le passé, en fait, un passé qui nous condamne, qui condamne nos façons de penser, qui condamne nos valeurs, qui condamne notre culture, qui condamne aussi notre estime de soi, notre confiance aussi en nous-mêmes. Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre ? Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre ? Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre ? Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre ? Quel rôle l'art peut-il jouer contre la haine de l'autre ? Bon, le film Moi l'Afrique, au départ, c'est déjà Didier Moreau, qui est un Français, et Thuy-Tien Ho, qui était directrice des éditions Orchidée. Les éditions Orchidée avaient comme mission en fait de produire des œuvres du tiers-monde en tout cas. Et c'était, je sais pas d'ailleurs, c'est une façon de réveiller le tiers-monde, je crois que c'est ça qu'il pensait à ça. Et donc, ils se sont dit, pour réveiller le tiers-monde, il faut parler de la vérité et la vérité de ce qui s'est passé. Or le passé le plus récent de l'Afrique, eh bien, c'est un passé qui n'est pas glorieux, hein, à savoir l'exploration coloniale ne s'est pas bien faite. La pénétration coloniale déjà ne s'est pas bien faite. Après la pénétration coloniale, il y a eu l'implantation des empires coloniaux, et ça s'est très mal passé, et qui a terminé par la guerre mondiale. C'est pas un luxe non plus, hein. Ça n'a pas été un luxe pour l'Afrique. Et après la guerre mondiale, il y a eu les indépendances, qui n'ont été que nominales, en fait, parce que, bon, vous comprenez ce qui s'est mal passé. Et
après les indépendances, maintenant, l'Afrique est-elle souveraine? Elle n'est pas souveraine. Hein? Bon, donc, je crois qu'il faut lire, le portrait du colonisé d'Albert Memmi voilà, pour comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle colonisation qui est hein, voilà. Hein, Albert Memmi. Hein. Mais c'est toujours eux qu'on insulte, toujours eux qu'on épie, toujours eux qu'on lynche. Hein. Mais est-ce que c'est compréhensible? Après, on va dire, ça c'est la victimisation, vous vous plaignez beaucoup, pourquoi, etc. etc. Si ça vous plaît pas, rentrez chez vous. Ok, on aimerait bien rentrer chez nous. Mais libérez les chantiers. Libérez nos espaces. Barrez-vous. Vous aussi, restez chez vous. Il n'y a pas que nous qui devons rentrer sur nos terres. Vous aussi, vous rentrez. Et vous vivez en fonction de ce que vous avez. Parce que vous voulez que nous vivions en fonction de ce que nous avons. La pauvreté. Mais vous vivez aussi en fonction de ce que vous avez. Votre richesse. Quelle richesse? Si la richesse de la France est basée et à partir de celle des autres, est-ce que c'est réellement la richesse de la France? D'ailleurs, c'est quoi la richesse? La richesse est-elle seulement matérielle? Non. Le matériel, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui... Il y a des riches aujourd'hui ici, alors que ils ont des Range Rover, ils ont des villas partout dans les 4 coins du monde. Mais il y a quelque chose qui leur manque. Sont-ils riches réellement? Non. Pour moi, la richesse, c'est d'abord là, dans la tête. Quand tu es en paix avec toi-même, quand tu es en accord avec toi, quand tu te sens bien là où tu es, et tu te sens bien dans ta première maison. La première maison de l'homme, c'est son corps. Et donc, au final, si tu t'acceptes et que, justement, tu es dans un environnement qui te valorise aussi, tu as de l'amour de tes proches, de tout le monde. Enfin, le bonheur ne vient pas des autres. On va pas dire ça comme le bonheur ne vient pas des autres, ça vient d'abord de nous-mêmes. Mais être dans un pays où l'hypocrisie va à tout va, où les gens ne sont pas sociables parce qu'il y a un manque de sociabilité en France, c'est ouf. Faut le dire, c'est froid. La terre, elle est froide ici. Comme le climat, ça fouette. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais 8 ans comme ça. Je me lève le matin, je peux prendre mon petit déjeuner. Ma mère, elle me fait, je prends mon petit déjeuner, etc. Je sors avec mes amis, on va jouer à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe? La mère d'un de mes amis m'appelle, Eunice, tu viens, tu vas manger. Je dis, mais maman m'a dit qu'elle m'appelle aussi. Tu manges aujourd'hui, c'est nous qui servons. La table est prête, tu viens t'asseoir, on mange. Les gens n'ont pas d'argent. Pourtant, ils sont pas riches. Ils comptent le nombre de grains de riz à mettre dans l'assiette. Mais ils partagent. Ça, c'est important. Ça, c'est la vraie richesse. La richesse de la vie. Pas la richesse matérielle, la richesse de la vie. L'Afrique a changé depuis très longtemps. Des pays qui ne fonctionnent pas comme ça, comme le Rwanda, comme le Ghana, c'est des pays ou Botswana, quand tu vas là-bas, il fait bon vivre. Ouais. Parce que les gens n'ont plus besoin de sortir. Le Gabon, où il y avait beaucoup d'argent, il y a encore beaucoup d'argent au Gabon, mais ça c'est juste pour illustrer ce que je te dis. Le Gabon, où il y avait beaucoup d'argent, ils étaient très peu de population. C'est comme un peu la Suisse. Ils étaient très peu nombreux, le Gabon. Ils étaient genre 1 million ou 2 millions d'habitants maximum pour un grand pays avec beaucoup de richesses parce que c'était l'un des pays les plus gros producteurs de pétrole. Après, tout le reste de la population, ils étaient à environ 5-6 millions. Tout le reste, c'est que des étrangers. Des étrangers africains. Je dis, les professeurs au Gabon, c'était des Sénégalais. Parce qu'on avait une bonne université de Dakar, et ainsi de suite. Les balayeurs et autres, c'était d'autres personnes, d'autres, parce que eux, les Gabonais, après, ils étaient là, il y a beaucoup de boulot, ils faisaient pas, quoi.
Et bon, malheureusement, il y a et eux, nous, quand on cherchait des visas pour venir en France, les Gabonais, ils n'avaient pas besoin de visa. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est extrêmement rare que tu vois quelqu'un, ici, tu dis c'est un Gabonais. On dit, ouais, ah, c'est Ivoirien. Ah, les sapeurs, les Congolais. Les balayeurs maliens. Le foyer, tu trouves que les Sénégalais. Mais jamais, 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 jamais. Moi, que ça soit à l'école, à l'université, dans les quartiers, j'ai jamais croisé ici de Gabonais. Sauf quand on habitait rue de Rony, au premier étage, il y avait un appartement que une famille gabonaise avait acheté, et ils venaient de temps en temps. Quand ils venaient, j'ouvrais. Une année, une de leurs filles qui était effectivement une que j'ai croisée, c'est celle-là, qui est venue faire, il paraît, ses études en Europe, a habité chez eux. Donc, et ça, il paraît que parmi ceux qui sortaient du Gabon, ils achetaient leur appartement, même ici, ils le fermaient, que c'était, moi, cet exemple que je connaissais là, mais on nous a dit que non, plein de Gabonais, tellement le pays était riche. Quelque chose qui peut rappeler le fait qu'on soit encore sous le joug de nos anciens colonisateurs, le franc CFA, la monnaie, l'argent, qui est quelque chose qui nous réunit, ça nous domine en quelque sorte aujourd'hui, et c'est bien dommage. L'argent, qui est d'une certaine façon l'identité financière d'un pays. L'argent, mon Dieu. Au Cameroun, on utilise encore le franc CFA. Dans le franc CFA, il y a franc. Et le franc en France, c'est ce qu'on utilisait quand même. Avant que ça passe à l'Europe, oui c'est ça, car l'Union on utilise encore après, mais les pays africains, enfin le peuple africain, parce que les pays africains, quand je dis pays africain, c'est comme si je parle du gouvernement. Quand on dit pays, il y a une connotation gouvernementale à ce terme-là. Donc les peuples africains veulent qu'on absout la monnaie, qu'on crée une nouvelle monnaie propre, soit à toute l'Afrique, à tous les pays africains, soit à chaque pays. Ah oui, comme ça, voilà, c'est l'identité financière quand même, et les finances dans un pays, l'économie d'un pays, c'est ça qui fait enfin c'est une fondation principale de ce pays. Et donc en fait, nous on veut, déjà ça c'est quelque chose qui va nous permettre d'être affranchis, qu'on change cela. La France n'est jamais sortie de l'Afrique. C'est le point zéro maintenant. C'est la nouvelle colonisation. C'est-à-dire, ils ont laissé tout un système de souveraineté pour qu'ils en profitent toujours. Les gens croient qu'il n'y a plus la colonisation, mais ce n'est pas vrai. C'est encore une colonisation plus aboutie. Le roi du Maroc protège les intérêts de la France. Il s'en fout du peuple. C'est leur fils. Le mec, il ne sait même pas parler arabe. Il parle que français. Il est instruit par les Français. C'est intelligent. C'est la colonisation parfaite, très bien faite. La dernière fois, on signe des conventions juste pour débarrasser la France de ce train qui se sert à rien. Un train qui ne peut plus passer ici par les contrôles de conforme, les contrôles de sécurité et tout. Ils obligent le Maroc à l'acheter. La pourriture, la poubelle des trains. Nous, on achète avec des milliards. Ça permet de tourner la machine. C'est la colonisation. Ils ne sont jamais sortis de notre pays. Notre deuxième langue officielle, c'est le français. Quand on travaille en français. Quand on fait les études supérieures à faire le bac, c'est en français. C'est la colonisation. L'accent
l'accent. Ça, oui. On parle le français et quand tu fais venir des Français et que tu entends leur accent, ça a un impact sur toi. Et nous, on appelle ça, waouh. Il y a une expression qu'on dit au Cameroun, je watise, il watise. Ça veut dire, watise, ça vient du diminutif un peu what, qui veut dire aussi white, blanc. Donc, watiser, ça veut dire parler comme le blanc, un homme blanc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, regarde, on crée un mot comme ça pour exprimer une façon de parler. Et il y a une connotation, comment dirais-je, sur la couleur de peau. Une façon de parler, on la met non pas sur une nationalité, mais sur une couleur de peau. Je parle français avec l'accent français, mais non, on parle comme le blanc. Pour nous, en fait, quand j'étais petite, le blanc, c'est forcément le français. Je connaissais pas les autres pays. Ce qui se passe quand je vois ma famille maternelle, donc du coup qui est pas hyper politisée et qui a un héritage qui est très important pour eux, mais quand on leur parle de racisme, ils savent pas trop quoi dire non plus. Je sais pas, par exemple, l'un des derniers repas de famille qu'on a eu, j'ai dû leur expliquer que le racisme anti-blanc ça n'existait pas. Et du coup j'ai un peu moi j'ai besoin de leur expliquer les choses en fait, parce que j'ai l'impression que comment dire, comme en fait ils ont intériorisé ce racisme, etc., et en fait ils me mettent une pression à moi, et ils m'autorisent pas vraiment à m'exprimer en tant qu'individu, parce que même pour eux en fait je dois correspondre à quelque chose, à une image en fait de ce que je devrais être, qui se sont construits, et du coup moi j'essaie de leur expliquer les choses, d'amener un truc, une réflexion en fait chez eux. Et du coup du côté paternel, quand je les vois, généralement c'est plus fructueux, on va dire. Par exemple, eux en fait ils ont grandi en cité, et du coup en fait le racisme ils l'ont plus vécu de plein fouet, j'ai envie de dire. Tout ce qui est, je sais pas, violence policière par exemple, ils sont hyper au courant de ce que c'est, et voilà, en fait, j'ai pas besoin de justifier tout ça, et eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont même nourrir en fait ça de leur propre expérience, ils vont plus me raconter ce qu'ils ont pu vivre, ce que c'est l'Algérie, parce que moi j'y suis jamais allée en plus. Et voilà, et je sais pas, par exemple, ils valorisent vachement le fait que moi je sois un peu engagée politiquement et tout, et ouais, ils sont plus fiers de moi, j'ai l'impression, parce que j'ai pas envie de laisser les choses faire, j'ai envie d'acter pour que tout ça change, et qu'on vive dans un monde plus juste et plus égalitaire, etc. Je suis venu avec des problèmes justement politiques qui avaient été posés en Afrique. Alors ça, les Blancs, ils ont aimé ça. Ils aiment que les gens qui aient des contestataires là-bas. Et donc ma musique des années 80, en fait, c'est d'abord ça, c'est un mode révolutionnaire continu. Et j'ai eu comme... j'ai pas de manager, mais j'étais couvert par la Ligue ouvrière, la classe ouvrière, et puis la Ligue communiste révolutionnaire, des choses comme ça. Et ça m'intéressait beaucoup parce que moi, je me disais,
je me disais marxiste-léniniste moi-même d'ailleurs. Hein. Mais j'étais un marxiste au Congo qui avait refusé d'être membre du parti parce que j'étais marxiste par rapport aux théories de Marx et de Lénine que j'aimais beaucoup. Hein. Je dis, il me suffisait de lire l'impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine pour me révolter dans le monde, contre le monde et tout ça. Et puis vraiment, ah oui, voilà. Donc, mais ici, bon, je n'avais pas besoin de ça, quoi. Et donc, et après, donc disons, en évoluant, mais quand même, ça m'a fait rater d'être produit par parce que j'ai failli être récupéré par un grand producteur mondial, je sais pas quoi, qui avait amené James Brown ici. Et je jouais dans une péniche atmosphère, quelque chose par là. J'ai joué à la péniche atmosphère et la personne est venue voir mon spectacle et a demandé à m'amener aux États-Unis. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'en fait, la première chose, c'est parce que j'avais envie de faire venir mes enfants et j'ai dit non. J'ai dit, déjà, il faut une galère ici pour moi-même déjà. Alors, faire venir mes enfants, comment ça sera, je sais pas, bon. Et puis, j'ai pas envie de me faire coloniser encore une autre fois parce que le producteur a dit, il faut être franc, tes chansons en français, ça ne nous intéresse pas. Et tu auras d'abord 6 mois d'apprentissage de la langue anglaise, tout ça, et bien comme il faut et tout ça. Et puis, donc, et tu vas commencer on va commencer par te produire, mais pas avec tes chansons, mais tu vas interpréter X personnes, et cette personne était, dit-on, inapte, il n'était pas... Bon, moi, j'étais bien constitué, et tout ça. Et donc, tu vas chanter, mais c'est pas toi qu'on verra sur scène. Ou c'est toi qu'on va voir sur scène, mais en fait, c'est pas tes chansons, c'est les chansons de cette personne et tout ça qui est inapte. Je dis, ah non. Et je me souviens, je lui ai dit non. J'ai dit, moi aussi, je veux être un oiseau rapace. Je dois gratter la terre avec mes serres, moi aussi. Hein? Donc, je ne peux pas. Et j'ai refusé d'aller aux États-Unis, en tout cas avec ce mec-là, qui était le manager de James Brown, en fait. Qu'est-ce que vous évoquent les mots art postcolonial? Que vous évoquent les mots art postcolonial? Qu'est-ce que vous évoquent les mots art postcolonial? Art postcolonial. Art postcolonial. Art postcolonial. Art postcolonial. Art postcolonial. Art postcolonial. Que vous évoquent les mots, que vous évoquent les mots, que vous évoquent les mots art postcolonial? Qu'est-ce que vous évoquent les mots art postcolonial? Qu'est-ce que vous évoquent les mots art postcolonial? Sur la question du postcolonialisme, la relecture critique de l'histoire coloniale me semble être un passage nécessaire et inévitable pour que les pays qui ont vécu une colonisation puissent discerner quel héritage a été reçu et quelle identité a ainsi été construite. Pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui a été imposé par les colonies, ce qui a fait l'objet d'une collaboration,
ce qui a été délibérément refusé. En soi, j'ai du mal à voir quels processus sont mis en œuvre pour cette relecture critique. En revanche, en tant que citoyen français, un sujet connexe m'interpelle. Souvent, il y a cette question qui est posée par des intellectuels français ou étrangers. Des torts infligés par la France à ses colonies. J'aime quand les approches sont nuancées et permettent de saisir un phénomène dans son ensemble. Il est difficile pour moi de poser un jugement moral sur la question coloniale en disant que cela a été bon ou mal. Il y a des faits et j'aimerais davantage les connaître, heureux ou malheureux, plutôt que la relecture de l'histoire coloniale devient un outil politique permettant de justifier une trine de lecture politique. Je tourne et me retourne seul dans mon lit. Tendant mes doigts exaltés vers cette main amie qui ne les prend pas. Alors je chante. Allez, 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 le chant de ma solitude. Je tourne et me retourne seul dans mon lit. Tendant mes doigts exaltés vers cette main amie qui ne les prend pas. Alors je chante. Allez, allez, le chant de ma solitude. J'émanue de la pleine lumière du jour. Et mon désir à son fait me crie que j'aime parler, parler.